Le soleil vient de se lever, une nouvelle journée ordinaire va commencer. Votre mari qui avait un rendez-vous professionnel important est déjà parti. Vous vous rendez dans la cuisine et préparez le petit déjeuner pour vos enfants. Vous vaquez ensuite à vos occupations, effectuez quelques achats en ville, puis rentrez chez vous. Une journée banale comme tout le monde en a vécu. Cette fois-ci pourtant, le soir même, il ne restera de vous qu'une tache de sang sur le sol de la cuisine et sur les murs. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Johann Rich, disparu à jamais. Nous avons tous des histoires qui ne nous quittent jamais, et qui nous posent question. Elles sont enveloppées de mystères et d'indices contradictoires, où chaque théorie spéculée mène à davantage de questions. C'est une de ces histoires que je vais vous raconter. Johann Rich faisait partie de cette catégorie de personnes qui menaient une vie rangée et ordinaire. C'était une mère de 30 ans, dévouée à sa famille, et son mariage était stable. Qui aurait pu penser qu'elle serait impliquée dans une affaire mystérieuse, non résolue à ce jour? Johann Caroline Bard est née le 4 août 1930 à Brooklyn, New York. Lorsqu'elle avait 9 ans, ses parents ont été tués dans un incendie. Elle a été envoyée vivre avec sa tante et son oncle, où elle a été officiellement adoptée et est devenue Johann Natras. Elle a obtenu son diplôme en littérature anglaise en 1952, au Wilson College de Chambersburg en Pennsylvanie, et a accepté un emploi dans l'édition chez Crowell Collier Publishing. Elle rencontre Martin Rich, et ils se marient en 1955. Peu de temps après, Johann quitte son emploi et ils fondent une famille. En 1961, 2 enfants font le bonheur des 2 époux. Liliane, 4 ans, et David, 2 ans. Martin travaille comme cadre, chez Fitchburg Paper Company. Les Rich s'installent à Lincoln, dans le Massachusetts, en avril 1961, et de la vie générale, ils forment une famille heureuse. La matinée du mardi 24 octobre 1961 a commencé comme n'importe quelle autre journée. Martin était en voyage d'affaires et est donc parti pour l'aéroport de Logan vers 6h50 du matin, pour prendre un vol pour New York. Il a dit que Johann était toujours au lit quand il est parti. Il ne savait pas que c'était la dernière fois qu'il verrait sa femme. Johann a fait quelques courses ce matin-là. Elle est allée chez le dentiste, elle a pris un rendez-vous de suivi une semaine plus tard, a fait quelques achats de vêtements et d'épicerie. Vers 11h15, elle était de retour à la maison et a préparé le déjeuner pour ses enfants. Il y a eu de nombreuses versions différentes des événements de cette journée, mais celle-ci est tirée de la déclaration de Barbara Barker, amie et voisine de Johann, qui a déclaré ce qui suit à la police. J'ai vu Johann ce matin, j'ai pris soin de son fils de 2 ans, pendant qu'elle allait chez le dentiste, à Bedford. Elle a amené le bébé vers 9h30, et est revenue le chercher vers 10h55. Elle a ensuite ramené ses enfants à la maison. Mon fils de 4 ans, Douglas, est allé chez les Rich pour jouer avec Liliane. Quand Douglas est revenu, il a dit qu'il jouait dehors. Johann coupait la pelouse à l'arrière. Cet après-midi-là, sa fille de 4 ans est venue chez moi en m'assurant que sa maman lui avait donné la permission. J'ai vu Johann vers 14h30, je l'ai vu courir à côté de sa voiture. Elle portait un trench coat à ce moment-là. J'ai vu quelque chose de rouge. J'ai pensé qu'elle poursuivait un enfant, et que l'enfant portait une veste rouge. Elle courait les bras tendus. Plus tard, je l'ai vue revenir vers la maison. J'ai emmené Liliane, 4 ans, de l'autre côté de la rue vers 15h45, puis je suis allé à Concorde pour faire quelques courses. Je suis revenu vers 16h15. Liliane est revenue chez moi et a dit qu'elle ne trouvait pas maman, que David était au lit, et que l'endroit était en désordre. Cela semble être la dernière observation vérifiée de Johann Rich. Ce qui s'est passé dans les 2 heures suivantes est peut-être le plus grand mystère de tous. Lorsque Liliane a informé Barbara Barker de la disparition de sa mère, elle s'est précipitée vers la maison, et a été alarmée par ce qu'elle a observé. Elle s'est rapidement rendue à la crèche pour récupérer le bébé,
a amené les 2 enfants de Joanne chez un voisin, et a appelé la police. Le sergent Michael McHugh du service de police de Lincoln a reçu son appel vers 16h30 et est arrivé au domicile des Rich en moins de 5 minutes. Il entra par la porte latérale et se retrouva dans la cuisine. La scène était effrayante. Voici la description de la cuisine selon l'observation du chef de la police Algea. Il y avait du sang sur le sol de la cuisine, estimé plus tard à environ une demi-pinte. Il y avait des taches de sang sur le mur près du téléphone, sur l'encadrement de la porte menant à la salle à manger. Le combiné du téléphone avait été retiré, à l'endroit où il était connecté au boîtier mural. La corbeille, normalement rangée sous l'évier dans un placard, se trouvait au milieu du sol de la cuisine. Le panier était plein et le combiné du téléphone était accroché au bord. Le sang sur le sol était sec, à l'exception de 2 ou 3 endroits où il y avait une mare de sang. Il y avait une combinaison en velours côtelé pour enfants sur le tabouret de la cuisine, et celle-ci semblait avoir du sang dessus, tout comme un caleçon pour enfants qui se trouvait sur le sol de la cuisine. Une petite table se trouvait sur le côté dans le couloir menant au salon, et il a été établi plus tard que la table se trouvait dans la cuisine, sous le téléphone. Un tablier était posé sur le sol dans le couloir, juste au-delà de la table, ainsi qu'un annuaire téléphonique local ouvert au numéro d'urgence. Aucun autre meuble n'a été bouleversé, et toute la maison, à l'exception de la cuisine, semblait en ordre. Il y a également des rapports selon lesquels des gouttes de sang se sont répandues jusqu'à la chambre près du lit du bébé, puis de nouveau vers la cuisine et sur les marches, jusqu'à l'allée menant ensuite à la voiture de Joanne, qui était toujours garée dans l'allée. Il y avait également du sang sur le coffre du véhicule de Rich, et un cintre en fil de fer a également été trouvé sur le dessus de la voiture. Le trench-coat et le sac à main de Joanne se trouvaient à l'intérieur de la résidence, mais son manteau en tissu avait disparu. Il y avait aussi quelques indices inquiétants, en plus du sang laissé dans la cuisine des Rich. Il semblerait que quelqu'un ait tenté de nettoyer le sang. Il y avait des serviettes en papier sur le sol, et un grand nombre de ces serviettes étaient maculées de sang. Il semblerait même que les vêtements de David aient été utilisés pour tenter de nettoyer. Il est également étrange qu'aucune empreinte de pas ne soit visible dans la cuisine. Martin Rich fut informé de la disparition de sa femme, et prit un vol pour le Massachusetts, où il fut interrogé par la police. Il fut rapidement éliminé comme suspect, car il se trouvait à New York au moment de la disparition de Joanne. La police a immédiatement entrepris des recherches à grande échelle pour retrouver Joanne, au sol et en hélicoptère, mais elle n'a pas pu être localisée. Plusieurs personnes ont signalé avoir aperçu une femme qui ressemblait à Joanne, marchant le long d'une autoroute voisine, la route 128, qui était en cours de construction. Voici les descriptions des observations telles que rapportées dans le dossier de police. Vers 14h45 ce jour-là, une femme décrite comme étant au début de la trentaine, portant un grand manteau qui lui arrivait aux genoux, ou un peu au-dessus, a été observée marchant dans la circulation sur le bord de la route, sur la route 2A à Lincoln en direction de Concord, à environ 200 mètres au-delà d'Old Bedford Road. Cette femme semblait marcher sans but, se traînant et se courbant comme si elle avait froid. Elle semblait confuse et en désordre dans son apparence. Entre 15h15 et 15h30 ce jour-là, une femme décrite comme étant au début de la trentaine, portant un grand manteau, gris anthracite ou bleu marine, avec une forte concentration de sang coulant le long des 2 jambes, devant et derrière, a été vue marchant en direction du nord sur la bande centrale en herbe de la route 128 à Waltham, juste au nord du Charterhouse Motel, au-delà de la coupure de Winter Street, marchant péniblement, la tête baissée. Ses mains étaient posées sur son ventre, comme si elle portait quelque chose, et son apparence générale était désordonnée. Vers 16h25 ce jour-là, une femme décrite comme étant âgée d'environ 35 ans, portant un manteau de couleur grisâtre qui lui arrivait aux genoux, a été observée marchant dans le sens de la circulation, en direction sud, au bord de la chaussée sur route 128, à mi-chemin entre la coupure du chemin Trapello et le viaduc du chemin Trapello. Les jambes de cette femme, tant à l'avant qu'à l'arrière, étaient couvertes de ce qui semblait être des taches de boue de couleur brunâtre. Elle marchait la tête penchée en avant, et avait les 2 mains dans les poches. La femme observée semblait être en détresse, mais apparemment personne ne s'est arrêté pour lui proposer de l'aide.
Après ces différents constats de police, plusieurs rumeurs ont commencé à circuler. Notamment une, selon laquelle Joanne aurait succombé à un avortement raté à domicile, mais il n'existe aucune preuve concrète pour étayer cette théorie. Le mari de Joanne a déclaré que si sa femme avait été enceinte, elle en aurait été heureuse. Il réfutait totalement ce scénario. Il existait également une autre théorie selon laquelle Joanne aurait souffert d'un problème médical, tel qu'un accident ou une hémorragie, qui expliquerait la perte de sang et peut-être même l'observation de la femme qui aurait pu être Joanne. Cependant, la quantité de sang qu'elle avait perdue, et qui avait été retrouvée sur les lieux, n'était pas suffisante pour mettre sa vie en danger. Un autre fait intéressant rapporté dans les journaux à l'époque de la disparition de Joanne, est qu'au début du mois de novembre, quelques semaines seulement après sa disparition, une inconnue a appelé la maison riche au moins une douzaine de fois. À l'époque, les parents de Martin séjournaient chez les riches pour l'aider à s'occuper des enfants. Le père de Martin a répondu au téléphone, mais l'appelant a refusé de lui parler. Le même jour que certains des appels téléphoniques au domicile des riches, l'un des voisins a reçu un appel d'une femme très excitée, qui s'est plainte d'avoir essayé d'appeler chez elle mais de n'avoir réussi à joindre personne. Cet appelant pourrait-il être Joanne ? Il y avait aussi quelques voisins qui ont signalé une Chevrolet bleue du milieu des années 1950 dans l'allée Riche, en milieu d'après-midi le jour de la disparition de Joanne. L'heure à laquelle le véhicule a pu ou non s'y trouver est controversée, et la police pense qu'il s'agissait d'une voiture de police banalisée, et que l'heure à laquelle les témoins ont observé la voiture dans l'allée était incorrecte. Plus d'un an après la disparition de Joanne, de nouvelles informations sont apparues, et ont donné aux enquêteurs une nouvelle théorie possible. Une journaliste nommée Sarine Gerson a décidé d'enquêter sur les habitudes de lecture de Joanne, en compilant les livres extraits de la bibliothèque, à partir de la carte que la famille riche possédait à la bibliothèque de la ville. Elle a découvert qu'au cours de l'été précédant sa disparition, Joanne avait sorti 25 livres de la bibliothèque et que presque tous semblaient se concentrer sur les personnes disparues, et même sur les personnes organisant leur propre disparition. L'un d'eux est « Ian Toutiner » de l'auteur britannique Harry Carmichael. Il est rapporté que la disparition de Joanne reflétait le livre, laissant croire à certains qu'elle l'avait utilisé comme modèle pour guider sa disparition. Le Boston Globe a même interviewé l'auteur en 1964, et sa théorie était qu'il soupçonnait que Joanne Rich vivait quelque part, entre Boston et New York. C'était bien sûr purement spéculatif de sa part, mais cela donnait un nouvel angle possible à la disparition de Joanne. Aurait-elle pu organiser sa propre disparition ? Les livres qu'elle avait choisis, étaient-ils simplement le choix innocent de quelqu'un qui aimait lire sur les personnes disparues, ou étaient-ils peut-être utilisés comme recherche pour quelque chose que Joanne avait planifié ? Nous avons donc ici 4 théories très variées. Première théorie, Joanne avait organisé un avortement illégal, avait subi une complication mettant sa vie en danger, la faisant perdre du sang, paniquer et s'enfuir. Seconde théorie, Joanne lisait des livres sur les personnes disparues, afin d'élaborer son propre plan pour se retirer de sa vie, et a organisé une scène sanglante pour tromper les policiers et fausser les pistes. Troisième théorie, Joanne est entrée dans sa maison cet après-midi-là, et a surpris un intrus. Une bagarre s'est produite dans la cuisine, où l'agresseur a emmené Joanne avec lui dans sa voiture, et elle a fini par être victime d'un acte criminel. Il y a eu des rapports selon lesquels il pourrait y avoir une empreinte digitale sanglante non identifiée dans la cuisine, mais il y avait des informations contradictoires à ce sujet dans les articles de journaux précédents sur l'affaire. Quatrième théorie, Joanne a souffert d'une urgence médicale inattendue et aléatoire, où elle a perdu du sang, et désorientée, s'est enfuie à pied en disparaissant. Quelle que soit la théorie vers laquelle vous penchez, aucun scénario n'a de sens. C'est ce qui rend cette disparition si déroutante et si triste, tout en sachant qu'une jeune famille serait brisée ce jour d'octobre. Martin n'a jamais vraiment voulu discuter du cas de sa femme disparue dans les années qui ont suivi l'affaire. Il croyait constamment que sa femme était toujours en vie, et qu'elle souffrait d'amnésie. Jusqu'à sa mort en 2009, il avait gardé le même numéro de téléphone, au cas où sa femme déciderait de l'appeler. Voilà donc les faits sur la disparition tragique de Joanne Rich. Je vais donner mon avis sur ce qui me semble être le scénario le plus logique dans cette affaire.
Je pense que Joanne a souffert d'une urgence médicale inattendue cet après-midi-là. Sa matinée était typique pour elle, et de la vie générale, Joanne semblait agir parfaitement normalement et vaquer à ses occupations habituelles. Son comportement n'a pas été remis en question avant 14 h cet après-midi-là. Son comportement quelque peu étrange a été noté par sa voisine Barbara Barker, peut-être portant quelque chose de rouge. Je pense que le rouge qui a été observé aurait pu être le sang de Joanne, peut-être sur ses mains tendues ou sur ses vêtements, c'est pourquoi Madame Barker n'a semblé en avoir qu'un aperçu rapide. Joanne aurait-elle pu avoir une hémorragie? C'est la seule théorie qui, à mon avis, a le plus de sens. Peut-être qu'après avoir couché David pour sa sieste, elle a commencé à avoir un problème médical, peut-être une douleur intense et des saignements qui auraient même pu être une fausse couche. Elle se plie en deux de douleur et saigne, titube dans la cuisine, renversant la table qui était normalement placée sous le téléphone. Elle ouvre l'annuaire téléphonique pour accéder au numéro d'urgence, et s'apprête à passer un appel lorsqu'elle se penche en avant de douleur, ou tombe avec le téléphone dans sa main et l'arrache de la base. Le téléphone n'étant plus en ordre, elle le pose sur le côté de la poubelle et tente de le nettoyer rapidement avant de sortir de la maison en titubant. Une personne correspondant à sa description est vue à cette époque, sur la route près de sa maison, et est vue avec du sang sur les jambes, après que Joanne vient de laisser du sang dans sa cuisine et sur sa voiture. Le sang sur ses jambes pourrait aussi expliquer une hémorragie ou une fausse couche. Comme je l'ai dit, aucune théorie dans ce cas n'a de sens, je me demande donc pourquoi Joanne n'irait pas demander de l'aide à sa voisine Barbara Barker. Deux raisons me viennent à l'esprit. Tout d'abord, elle savait que sa fille Liliane était là-bas, et ne voulait pas que sa fille la voie dans cet état et voie le sang. Deuxièmement, Joanne aurait pu être désorientée à cause d'une perte de sang et d'une douleur extrême. Elle ne pensait pas clairement et s'est simplement éloignée. Joanne n'a pas non plus pris sa voiture. Pourquoi? Si elle souffrait énormément à cause d'une urgence médicale ou d'une blessure, peut-être qu'elle n'était pas physiquement capable de conduire la voiture. Ce qui est étrange, c'est qu'elle n'a jamais été retrouvée. Est-il possible que quelqu'un l'ait récupérée dans cet état de vulnérabilité, et qu'elle ait été victime d'un acte criminel, et qu'on ait ensuite enterré le corps? Joanne s'est-elle aventurée dans les bois, et a-t-elle succombé à une perte de sang ou à une urgence médicale? Est-il possible que Joanne, comme son mari l'espérait, ait survécu ce jour-là, et ait développé une amnésie? Est-ce qu'elle aurait pu être celle qui a téléphoné à sa maison et à celle de son voisin, quelques semaines après sa disparition? Comme je l'ai dit, c'est l'un des cas de personnes disparues les plus déroutants dont j'ai jamais entendu parler. Il y a eu tellement de théories différentes au fil des ans, mais aucun nouvel indice et aucune trace de Joanne Rich n'ont été trouvés. Elle a littéralement disparu dans les airs. Comme dit précédemment, c'est le genre d'affaire qui apporte plus de questions que de réponses. D'ailleurs, ma théorie, et j'en suis conscient, est loin d'être parfaite. À moins d'un retournement très improbable, un témoin qui se ferait connaître, ou de nouveaux indices par exemple, je pense que cette disparition restera à tout jamais irrésolue.